Le son de cinéma va être animé par deux invités aussi tout à fait passionnants. Il est là. Tiens, on va te donner celui-là. Merci beaucoup, un peu de respect s'il vous plaît. Merci. Donc là, ce sont des étudiants qui filment. C'est ça? Donc il marche pas celui-là? Donc je présentais nos deux invités pour animer cette table, cette masterclass. Ah! Quentin Mével, qui est le délégué général de la CRIF. Voilà, la CRIF qui est l'association des cinémas de recherche d'Île-de-France. Qui n'a fait aucun effort vestimentaire. Chemise qui dépasse, il s'en fout. Et juste à côté de lui, Fernando Gonzo. Aucun effort capillaire en revanche là. Qui est critique de cinéma et co-rédacteur en chef du magazine SoFilm. Voilà. Tous les deux vont donc animer la maison de cinéma. Allez, c'est parti de l'animation. Alors, c'est un peu pompeux, non, masterclass? Ça fait genre cours de cinoche. Ça vous impressionne pas? Moi, ça m'impressionne personnellement. C'est vous qui animez le truc? C'est le côté master ou le côté classe qui t'impressionne? Les deux, le mélange des deux, plus le fait que ce soit en anglais. Ça fait pompeux quand même. On est à Saint-Denis, donc tu vois, on privilégierait plus l'arabe ou le... Je déconne, évidemment. Alors, c'est parti l'animation. Qui commence? C'est vous qui animez? Qui anime? Qui est l'animateur? Les deux. M'entendez. On Masterclass. va partir directement de façon sur un premier extrait. Oui, ah pardon. Donc le but, le but. On va laisser les retardataires s'installer. Merci. En les regardant. Je vous rappelle l'idée, on est à peu près 1h30 ensemble. Quoi? Un certain Ah non, moi j'ai prévu 20 minutes, 20-25 minutes. Bah, vous terminerez, ouais, ok, d'accord. Ok, On va regarder des extraits de films. d'accord. Vous avez vu les Césars hier, un peu, non? Ouais. C'est dur, hein. Pour qui? Pour tout le monde, non, j'ai l'impression. Non? Toi, t'as regardé? Non, j'ai pas regardé. Ah bah voilà. Tu vois, faut que tu regardes, parce qu'il y a pas mal de passages. C'était du rose. On m'a dit qu'il y avait des journalistes dans la salle. Est-ce qu'ils peuvent se dénoncer? D'accord, ok, très bien. De quel magazine? Bande à part. Oh Charisme. Ouais, la classe. Très bien. D'accord, j'aime beaucoup. C'est Fadette et tout ça, là, non? C'est pas cette bande? Pas que moi. Oui, elle y est, Tu me dedans, regardes non, moi, Fadette. alors. Bande à part, c'est Fadette, c'est le truc que vous faites sur les tablettes, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord, excellent. J'aime beaucoup. Merci. Voilà. Eh bien, de rien. Voilà. Pardon. Alors, On va commencer avec un premier Ok, très extrait. bien. On va commencer par le début. Premier extrait. Je regarde vers où? L'extrait numéro 1. Vers moi, peut-être, non? Parce que je suis Non, invité. le projectionniste est d'accord, là-bas. d'accord. Oui. Très bien. Ah, je comprends rien, moi, c'est très compliqué. Très bien. Allez, c'est parti. Vieil extrait du monde. Donc on avait 30 kilos de moins, hein, vous avez trouvé où? Le plus baraque. C'est incroyable, hein. Ouais, et Ramsey, il a mangé depuis. Il a toujours mangé depuis. Eh ouais, on faisait des jeux de mots. Alors justement, comment est venue cette idée de jouer avec les mots? Il y a déjà aussi le burlesque, c'est-à-dire il y a vraiment un travail sur le corps, comme ça. Comment ces personnages vous les avez créés? Comment ils ont été inventés? Bah, c'est plus ça en fait, parce que le jeu de mots, en réalité, on s'en fout. Avec Ramsey, c'est tout ce qui se passait autour, le fait que mon personnage veuille se barrer tout le temps, le fait d'hésiter, d'avoir un corps dont on ne sait pas trop quoi faire, de se toucher sans se toucher, c'est toutes ces hésitations-là qui nous faisaient marrer, beaucoup plus que le jeu de mots. Et les jeux de mots, ils venaient parce que Ramsey était dyslexique. Du coup, il n'y avait pas besoin d'écrire, il fallait juste l'écouter, parler, et t'enregistrais, t'avais un nouveau sketch. Non mais très honnêtement, il y a plein de mots qu'on
n'a pas vraiment inventé, c'est Ramzy qui faisait il y a des dyslexiques dans la salle, sans vouloir être dénigrant. Ah oui, bah tu devrais faire des sketchs, tu vois. Voilà. Mais du coup, l'écriture de sketch comme ça, c'était comment ça se passait? Vous étiez tous les deux, c'était une improvisation et c'était quelque chose qui se crée comme ça ou... Ça se répétait beaucoup, on savait où on devait arriver, donc à la définition de ce mot, quoi, avec un jeu de mots plus ou moins cool. Celui-là, visiblement, n'était pas, vu les réactions, pas ouf. Mais c'est le langage du corps qui nous a toujours beaucoup plus amusés. Et du coup, on peut dire qu'on faisait un peu du burlesque des mots aussi, puisque on butait sur les mots, on avait un débit avec un rythme un peu particulier, ce qui fait que voilà, on faisait des cascades verbales comme des cascades, enfin c'est pas vraiment des cascades, mais on s'amusait à être disgracieux, quoi. Et moi, il y a quelque chose qui me... Qui êtes-vous? Excusez-moi. Bonjour. Et quelque chose qui m'a fait toujours rire quand vous jouez, c'est aussi le... Bah t'as l'air mort de rire, tu m'étonnes. Et dans tous les instants qu'on va voir, c'est pourquoi les gestes sont comme ça, pourquoi ici, pourquoi ces mouvements, et d'où ça vient. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait penser à un mouvement, une façon de bouger? C'est drôle, je sais pas d'où ça vient, je crois que ça vient peut-être de l'enfance, des choses qui te faisaient marrer quand tu étais petit. C'est le langage du corps de l'enfant. Un enfant, jusqu'à 3, 4 ans, 5 ans, il va jamais d'un point A à un point B. S'il a décidé d'aller chercher son doudou là-bas, il va aller là-bas, il va choper entendre un truc là-bas, il va continuer, il va voir ses chaussures, elles sont rouges, puis il revient là et il reprend sa idée, et voilà, donc c'est ça qui nous... nos personnages s'inspirent de la petite enfance. Enfin, c'est la petite enfance jusqu'à 4-5 ans. Ouais, voilà, quoi, sortie de bébé, mais avant l'enfant un peu avec la conscience. Et ça se répète beaucoup, ça? Est-ce que vous le répétez justement parce qu'il y a la caméra, il faut aller, sortir, rentrer, savoir quand même exactement comment se positionner, comment ça se prépare tout ça? Est-ce que vous aviez des idées de mise en scène, même à l'intérieur d'une caméra fixe? On a très tôt eu la conscience de notre corps dans le cadre. Donc on voulait effectivement sortir au bon moment, ne pas finir notre phrase dans le cadre. C'était des choses qui comptaient pour nous. Donc c'était une première manière de réaliser. C'est pas compliqué de réaliser quand il y a un seul cadre qui est fixe. Il n'y a rien à foutre, il cadre comme ça. Donc quand ton cadre est fixe, tu vois, tu ne te prends pas la tête. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, faut se réveiller vraiment. Non, mais t'inquiète, je suis là. T'inquiète. T'es pas là. Je t'assure, t'es pas là. Si c'est pour l'examen. Non, t'inquiète, c'est bon. Moi, là, je donne un 4. Non, t'inquiète, c'est bon. Par rapport à l'attention. C'est marqué quoi sur ta casquette? Twist. Et donc, c'était quoi la question? Ah, le mec se reconcentre derrière. Comme ça, bonjour, ça marche, voilà. Et donc, oui, c'était une manière, un premier regard sur la réalisation. Une première mini-envie de réaliser. C'est important pour nous de savoir comment on sort du cadre, comment on est cadré d'ailleurs, du coup, qu'est-ce qu'on fait bouger comme membre du corps. Quand on est serré comme ça, on va pas tout donner dans les jambes. Et, non mais c'est vrai. Non mais tu te marres, mais c'est des trucs on n'avait aucune expérience, nous, avec Ramzy. On n'a fait aucune école de théâtre, de cinéma, on n'a jamais étudié le cinéma. Et du coup, on apprenait, pour vous dire à quel point on était profane dans ce domaine, pendant la tour Montparnasse infernale, le 1, il y en a qui l'ont vu, j'imagine peut-être ici. Il y a un moment, on est dans des armures. Vous voyez, quand on se barre en armure, et on a un petit texte ensemble. Et Ramzy, pendant la prise, donc quand on tourne un film, on est équipé, il y a des micros qui sont collés sous les t-shirts et tout ça. Donc on entend tout en fait. Et il y a un perchman qui est comme ça, là, tac. Donc on capte tous les sons, quoi. Hein. Et donc Ramzy, il est en face de moi comme ça, il dit son texte, et après tout bas, il me fait « ça allait là ». Et on entend le réal « coupé ». Donc c'est pour dire à quel point on connaissait rien du tout au Cinoche. Mais est-ce que vous parliez, parce que tu parles beaucoup de ta passion pour les Marx Brothers, pour quand même beaucoup de films que tu voyais enfant, ado, et je ne sais. Est-ce que vous aviez quand même conscience, vous essayiez de faire un peu des choses comme ça, ou alors pas du tout, c'était plus innocent? Est-ce que
même à ce moment-là, il y avait l'idée à un moment donné peut-être de faire des films, ou alors c'était quand même très loin, il y avait l'idée d'abord... Non, tout de suite, ouais, tout de suite, on a eu envie de développer ces personnages, leur faire vivre des aventures. En fait, faire vivre ces deux enfants dans un monde d'adultes, dans un monde dangereux, quoi. Donc La Tour Montparnasse, c'était notre premier film, c'était vraiment deux mecs dans une prise d'otage. Deux enfants dans une prise d'otage, c'est pire, quoi, en termes d'inconscience du danger. Et du coup, nos sources d'inspiration, elles viennent effectivement du cinéma burlesque, des Marx Brothers, de Harpo surtout, le muet, qui était le plus con de tous. Et donc forcément, ils nous ont influencés d'une certaine manière, oui. Du coup, on peut peut-être avancer parce qu'effectivement, après, le duo Rick et Ramsey, les duos Rick et Ramsey existent, devient un duo de cinéma. Oui. Et puis à un moment donné, On n'avance plus alors. vous réalisez un film qui s'appelle Sophie. Oui. Donc, qui est un garçon qui adorait. Et, c'est cool, putain. et du coup, c'est un film où c'est vraiment le duo burlesque, c'est le flic et le voleur qui se poursuivent. Et dans toutes les comédies comme ça, il y a un moment où tout tourne autour de ce duo protagoniste. Et ici, ça tourne à un tel point autour d'eux qu'à un moment donné, il n'y a plus rien. Ils sont tout seuls, donc d'où le titre du film. Et là, on va voir une séquence où, comme il n'y a plus personne, le fait de se poursuivre devient beaucoup moins intéressant. Et donc, ils vont ensemble vers Marseille en se disant, c'est sûr qu'à Marseille, il y a toujours du monde. Et ils sont sur l'autoroute. C'est une logique d'enfant, hein, aussi. Ils sont sur l'autoroute. C'est à ce temps-là que t'arrives, ma gueule? Non, vas-y. Je peux avoir ton nom? Tout à l'heure. Tu vois, vas-y, non? Tout à l'heure. Ouais, d'accord, ok. Je le prendrai vraiment le nom. Moi aussi. Ok, Eric Judor. Bonsoir. Donc, on va passer l'extrait numéro 2, s'il vous plaît. On a une petite demi-heure, donc... Oui, tranquille là-haut, il est comme lui, là. On l'a fait en vrai, la cascade, là, avec les bagnoles. Ah ouais? Ouais. Bah si. Bah si, il y avait des voitures qui passaient à 120 km/h. Vraiment, en vrai. Et c'était Ramsey qui a pris des risques, enfin je veux pas minimiser ton rôle là-dedans, mais c'était plus dur. C'est vrai. On est en 2008 pour la réalisation. Pour la réalisation de ce film, et c'est le premier film que vous réalisez ensemble. C'est un an après, on reviendra après sur Quentin Dupieux, c'est un an après que vous jouez dans Steak. Certainement que le travail que vous avez fait avec Quentin Dupieux a été important pour vous. Néanmoins, ce premier film, il est assez radical déjà. D'abord, on voit, là, c'est une scène tendre, c'est un buddy movie. C'est trop long. Non, pas c'est vrai, vous trouviez? Elle trouve ça trop long. Non, il faut pas faire attention, vas-y. Non, le film est assez radical. La mise en scène est très, très propre. Vous sortez aussi de 2-3 films qui ont été, dans lesquels vous avez joué, que tu as su moyennement, je crois, comme les Dalton ou Double Zéro. Voilà, qui n'était pas. Et là, il y a un premier film, et c'est vraiment très, très différent. C'est une première œuvre qui est vraiment. Qui est très forte. Pourquoi il y a eu cette idée autour de laquelle vous tournez beaucoup? On va revenir aussi dans Platane sur le duo, sur... Parce que l'idée de ce film qui correspondait exactement à la période qu'on vivait avec Ramsey, c'était qu'on s'isolait dans un truc où on se comprenait plus que nous deux, quoi, en fait. On était tellement... ça devenait tellement privé comme humour. Nos références devenaient tellement personnelles qu'on perdait la moitié des gens. Du coup, c'est vraiment ce que ça raconte là, c'est que quand on s'entend tous les deux, effectivement, quand on s'entend pas, le monde disparaît, quand on s'entend, le monde revient. Mais en fait, c'était l'inverse, on s'entendait très très bien en termes de vannes, et on perdait complètement le public, quoi. C'est-à-dire que pour nous, Steak, par exemple, qu'on a fait juste avant, est un film génial. Mais il a fait 300 000 entrées, et on arrivait de 2 millions d'entrées avec des films pourris comme les Dalton, quoi. Et on avait, au départ de notre carrière, des vraies ambitions artistiques avec Ramsey. On avait une idée, c'est de ressembler à personne. Il y avait Élie et Dieudonné à ce moment-là, donc c'était costaud, le niveau était vraiment très très drôle. Il fallait qu'on se démarque de ça, il fallait pas qu'on fasse un humour social, les petits mecs de cité, ou les petits rebeux, les Renois, tout ça. Donc on a créé un style, notre style à nous.
Et on avait donc une conviction artistique. Et je parle avec des gestes, hein, putain, vache. Je suis convaincu. Et au fil de la carrière, on s'est embourgeoisé. On se dit, tiens, le film Double Zéro, c'est 2 mois de tournage au Venezuela, une semaine à Londres, une semaine à Cannes, viens on le fait. Oh, attends, ce tournage-là, c'est excellent, on est payé tant, c'est génial, attends, vas-y, on prend le million. Et du coup, on a tout niqué, quoi. C'est-à-dire qu'on est parti avec des convictions, et au fur et à mesure, on a dit, oh putain, mortel, oh, non, je vais prendre l'argent, génial, du chocolat. Tac. Et on s'est complètement perdu dans la forêt. Et à un moment donné, on s'est dit, putain, on est en train de faire de la merde. Et on a vu le travail de Quentin Dupieux, et on s'est dit, pouah, ça nous parle, ça parle à nos origines, à nos ambitions artistiques de départ. Donc on l'a rencontré, c'est Michel Gondry qui nous l'a fait rencontrer. Et puis on lui a dit, ce que tu veux, on y va, ce que tu veux, écris ce que tu veux, vu ce que tu fais, nous on adore, on est fans, et on va se laver artistiquement avec toi, quoi. Donc on a pris une douche Dupieux, qui nous a quelque part à nouveau rendu un peu purs, et on a pu reprendre un peu des directions artistiques plus assumées et plus honnêtes. Et depuis, on essaye c'est pas facile, hein, parce qu'il y a des tentations, il y a du chocolat avec des noisettes dedans et tout, enfin il y a vraiment des bons trucs, il y a des kebabs super bons. Donc c'est la tangente est parfois sinueuse, mais on essaye de maintenir un cap artistique maintenant. Et par exemple, pour Seul Tout, quelles sont les idées de mise en scène? Tu évoquais la relation que tu as avec Ramzy, la fusionnelle, comme ça. Mais en termes de mise en scène, comment vous souhaitiez travailler? Enfin, quel type vous dites, on va pas porter la caméra? Laissez-moi répondre. En fait, il y a un truc qui nous dégoûtait dans la comédie qui commençait à pulluler en 2006, 2007, 2008. C'était les comédies ultra cutées, quoi. C'est-à-dire, on laisse pas le temps au jeu. Il y a des chants contre chants en permanence. C'est cut. Ah oui. Du verbe cutter. Ultra cuté, quoi. Beaucoup de cuts. On n'arrête pas de changer d'axe, on laisse pas le temps aux comédiens d'évoluer dans le cadre. On le voit pas jouer. On oublie tous les effets de jeu et on s'attache plus du tout à la personnalité du comédien, ni aux finesses du jeu, mais tout est joué dans le rythme du montage. Bref, la série Bref en est l'aboutissement de cette manière de faire. C'est un aboutissement plutôt très réussi, parce que l'écriture est très forte, et profonde, et drôle, et il y a un vrai travail d'écriture, mais la plupart des comédies de cette époque-là, je ne vais en citer aucune, mais c'est quand même beaucoup du Besson, mais n'empêche que voilà, on en prend plein la gueule, il y a plein d'images, on termine, putain, j'ai pas trop compris, mais c'était cool, tu vois, je suis un homme vachement acidulé, quoi. Et du coup, quand on a vu le travail de Dupieux, qui choisit ses cadres, qui laisse évoluer les acteurs dans ses cadres, et qui choisit ses comédiens surtout, il y a des comédiens, c'est des tueurs, quoi, donc tu les regardes, et tu apprends à jouer en regardant ces mecs-là, quoi. Et moi, la comédie qui, moi, m'inspire en plus, c'est celle où je vois jouer les mecs, où je vois la qualité du jeu du mec. Pas un travail de montage, une qualité de montage, je m'en fous de ça. Moi, je suis ému personnellement, et je ris quand un mec me fait rire dans le cadre, pas sur un effet de montage, quoi. Voilà. Donc Seul Tout, qui est notre première réalisation avec Ramzy, va dans cette direction-là, essayer de laisser le temps aux choses. Et vous revenez ici, ce qui est drôle, c'est que c'est un film voilà, grand, il y a tout un appareil technique, des moyens, des décors et tout. Et ici, on revient à un truc très épuré, c'est juste à nouveau vous deux, comme on a vu tout à l'heure. Et j'ai l'impression, moi j'ai l'impression, en plus de l'humour, c'est drôle, vous retrouvez beaucoup de tendresse. Il y a une espèce de tendresse du duo. Tendresse entière, quand même, pas mal. Oui, mais dans les réactions de Ramzy, dans les silences qu'il a, il y a, je sais pas si c'est cherché, comment vous cherchez cette veine un peu parfois émotive. En fait, on l'exècre, on la déteste cette veine-là, mais les comédies doux amères, elles nous faisaient frissonner avec Ramzy, mais
malgré nous, effectivement, on y est arrivé là. Et Ramzy, pour moi, est un acteur formidable. Si on le voit jouer dans des films d'auteur, il fait pas mal de films d'auteur comme Les Vents Contraires. Là, il a fait un film avec Isabelle Carré. Il est incroyable. C'est un acteur incroyable. Je le trouve bien meilleur acteur que moi. Mais il n'osait pas, par pudeur, trop montrer ce côté-là jusqu'à présent. Là, maintenant, il commence à le faire. Il fait un peu... il fait l'acteur, quoi. Monsieur fait le César, quoi. Non, mais il est bon, il est bon, il est clairement. Et bien donc là, après le duo, il y a Platane, donc série réalisée par toi. Oui. Changement de registre, donc pour voir directement à quoi ça ressemble, on va passer à l'extrait de la saison 1, 5e épisode, donc c'est l'extrait numéro 3, s'il vous Pour ceux plaît. qui ne connaissent pas Platane, regardez Rock'n'Roll et puis vous verrez que... Expérience avec des pixels. Ouais, c'est moi ça, ouais, C'est dommage, du l'image matériel est de vraiment- merde, ouais, bien sûr. Il dort vraiment le projectionniste, il n'a rien à foutre lui. La série est bien, l'image est ratée, c'est ça le défaut. Mais... Je t'emmerde. Bon. Ouais. Là, on est en 2011 pour Platane, la saison 1. D'abord, pourquoi écrire une série tout d'un coup comme ça? Et pourquoi pas En fait, j'aime bien écrire des séries puisque j'ai écrit H, j'ai écrit Les Mout-Mout, c'est une série d'animation, et donc oui, c'est un exercice vers lequel je reviens assez régulièrement. Et Quentin Dupieux, encore lui, m'a fait découvrir The Office de Ricky Gervais, je ne sais pas si des gens connaissent ici. C'est pas tellement français finalement comme humour. Mais moi, ça m'a cassé le ventre. C'était un choc. Je me suis dit, je crois qu'il y a, enfin, c'est certain d'ailleurs, il y a des cycles en comédie et il y a des choses qui deviennent ringardes au fil des années. Et il y a un nouveau courant qui émerge et ce courant fait son temps et à nouveau devient ringard et ainsi de suite. Et je pense qu'on devenait ringard, vraiment, avec ce qu'on faisait, avec Ramzy, on tournait en rond, on se répétait et ce qu'on développe. Si on regarde Double Zéro, par exemple, j'ai pas honte spécialement, mais je trouve que le film a vachement vieilli et il correspond à cette époque des années 2000, quoi. Et donc j'essaye de me dire comment est-ce que je peux continuer d'avancer, continuer de créer un style encore différent, nouveau. Et donc je regarde un peu des trucs à droite à gauche et Quentin me montre ça et je prends une claque, quoi. Je me dis bon bah c'est ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est ultra moderne, c'est très réaliste. Et en même temps, ça crée un malaise, mais c'est drôle. Ce que personne n'avait réussi jusqu'à présent, moi je trouve que c'est très compliqué de réussir à mélanger l'émotion et le rire. Faire éclater de rire et juste derrière, rendre le truc un petit peu émouvant. Et il y a pas mal de mecs qui se sont plantés à ça. Coluche, lui, il a fait que du émouvant quand il fait Ciao Pantin, ou sinon que du comique, mais il mélangeait pas les deux genres. Et il y en a peu, en fait, Bourvil, il réussissait un petit peu parfois, mais quand j'ai regardé Ricky Gervais, je me suis dit, putain, c'est nouveau ça. C'est-à-dire que je peux éclater de rire tout en me disant, putain, le pauvre mec, quoi, pas de bol pour lui. Et il y en a un autre qui fait ça, aux États-Unis, qui s'appelle Larry David, qui a fait Curb Your Enthusiasm, je sais pas si les gens connaissent, non, personne. Et c'est là que je suis seul en fait là. C'est là que je sais que je suis seul. Et je sais et je comprends que je suis seul aussi quand je fais Platane, j'écris et donc je réalise et je joue dedans et je ramène tous les comédiens que j'adore et je me dis putain c'est génial. Ce que je viens de faire est génial. Ouais, pas modeste du tout. J'adore ce que je fais en général, mais là je pensais vraiment avoir fait un truc super. Et les premières audiences tombent et c'est nul. C'est-à-dire, les gens regardent le premier épisode, un petit peu du deuxième, et je lis les commentaires, et je vois, putain, c'est un peu H, mais raté, il a essayé de faire H, alors que c'était pas du tout la tentative, mais c'était juste un autre cycle de comédie que je voulais amener, et qui n'a pas pris du tout. En tout cas, au moment de la sortie de Platane. Et c'était un choc pour moi, parce que je me suis dit, j'ai tout mis dedans, je suis persuadé, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai bien fait ma comédie, je suis au maximum de mon petit talent à moi, et les gens, ça les fait pas marrer.
Et en fait, ça a pris du temps. Mais au fil des années, puisque c'est en 2010, donc ça, ben, les gens ils sont venus et maintenant on ne me parle plus que de Platane, quasiment. Donc ça a pris du temps, mais au début j'ai pris une belle gifle aussi du public. Et comment t'as créé à nouveau ton personnage? Vous êtes espagnol? Oui. Comment t'as créé ton personnage? Parce que ici c'est un environnement réaliste. Oui. Donc du coup, pour rentrer dans le réalisme, t'es Eric Judor dans la série. Et en fait, tu joues plus le personnage un peu débile des autres films, mais t'es un personnage qui doit s'adapter socialement en permanence. Et donc tu joues vachement sur ces moments de malaise où il va faire semblant de connaître vachement bien le cinéma alors qu'il ne connaît pas tant que ça. Et donc il doit être au top pour faire son film. Et donc autour de lui, tout le monde est normal, on va dire, et lui, il n'est pas tout à fait normal. Pas tellement, non. Et donc, il y a toujours ce moment de malaise, c'est ça un peu le ressort comique, non, de la série. Et ben, en fait, donc pour que mon personnage, que ma comédie, ma recherche comique évolue, je vais puiser dans ce qu'il y a au plus profond de moi. Donc, mon premier élan comique dans ma carrière, c'est ma petite enfance, c'est moi enfant, et donc Ramzy aussi. Et mon deuxième élan, ma deuxième création, c'est ma mauvaise foi d'adulte, d'homme, de mari, de mec au boulot, mec qui essaye les petits mensonges arrangeants, quoi. Et donc, je dois avoir ça. Je suis pas le mec de Platane, attention, hein, parce que c'est vraiment un enculé, le mec. Mais je vais puiser dans mes travers, mes petits travers à moi, de petits mensonges. Et je les pousse au maximum. Donc, je tire le fil le plus loin possible de ce menteur. Il y a aussi quelque chose, je suppose, de très intime. C'est la première fois que tu écris et réalises seul. Et tout tourne autour de Ramzy a réussi, toi pas encore. Enfin, il y a quelque chose d'un jeu comme ça, un duo qui s'est terminé. Et donc, toi, tu dois réussir tout seul. Donc, il y a aussi comme ça, je suppose que c'était quelque chose qui travaillait. C'était une question qui vous travaillez l'un et l'autre. Alors, les questions que mon personnage se pose dans Platane ne sont pas des questions que je me suis posées quasiment en vrai. C'est vraiment, il y a beaucoup je n'ai jamais voulu avoir la reconnaissance du métier sur un film profond, social ou un film intelligent, sérieux. Non, j'ai jamais eu envie de faire mon Ciao Pantin. Et même si le Ciao Pantin est super, ce n'est pas du tout dans mes gènes, j'ai pas du tout envie d'aller vers là. Donc ce que raconte la saison 1, ça ne vient pas de mes tripes, c'est vraiment créé de toutes pièces. Et puis sinon c'était quoi là après ? Non, c'était sur le rapport avec Ramzy. Avec Ramzy, non, il fallait raconter quelque chose sur nos rapports que je trouve drôle. Donc oui, mais de toute manière, au fond de nous, avec Ramzy, on se regarde comme ça en chien de faïence tout le temps. Là, quand on est toujours amis et on fait nos petites carrières chacun de notre côté, et on s'épie, on regarde ce que fait l'autre, et on est toujours un peu dégoûté quand ça marche un peu. Soyons honnêtes, tu vois. Non, mais c'est ce que j'entends par assez intime. On verra un autre extrait dans la saison 2 où vous parlez du duo qui marche, qui fonctionne. Enfin, on gardera ça pour... Visionnaire, on était visiblement. non, parce qu'à un moment donné, vous retournez sur scène et vous voyez quand même que ça fonctionne. Oui. Alors que non, en vrai. Bon, Peut-être qu'on peut passer justement à ça, effectivement, parce que dans la saison 2, il y a Ramzy qui revient. Et donc on peut passer cet extrait de la saison 2 où justement il est question de duo. Donc c'est l'extrait numéro 4, c'est Platane, saison 2. On peut avoir la bonne image ou pas ? On va voir. Je me faisais de la peine. Oui. Hein. Bah oui, parce que quand même, on parlait du duo justement, là c'est au centre évidemment de la séquence, mais même en termes de mise en scène, tu es constamment tout seul dans ton plan, alors que les autres sont toujours un peu nombreux, et voir Fred Testo qui te remplace, en tout cas pour cette scène. Là encore, est-ce que c'était des choses comme ça comment tu as réfléchi à la mise en scène parce qu'effectivement, pour Ricky Gervais, tu disais, il y a quelque chose un petit peu de ce qu'on appelle le mockumentary. Je crois que c'est ça le
c'est-à-dire un petit peu documentaire, un petit peu comme ça, qui semble un petit peu plus pris sur le vif, contrairement à Seul Tout, dont on parlait de cadres très précis. Comment, là aussi, tu as réfléchi la mise en scène pour la série? Les cadres de Dupieux m'intéressent, et puis sinon, j'aime pas tellement faire des chants contre chants, donc ce que j'aimais bien faire, on le voit de temps en temps là, c'est d'avoir un visage au premier plan et d'avoir les protagonistes avec lesquels on parle au second plan et faire le point dessus. C'est-à-dire passer le point derrière sans changer d'axe en fait, histoire d'avoir les personnages dans le même cadre. Mais ouais, par exemple, TF1 a une charte filmique. C'est-à-dire qu'on est obligé de voir dans Joséphine Ange Gardien, par exemple, pour donner le meilleur exemple, on voit toujours les deux yeux des personnages. Ils ne s'autorisent jamais à filmer des profils où on voit qu'un œil. C'est obligatoire, quoi. Si tu fais une série pour cette chaîne, en tout cas, ça existait, cette charte, il fallait filmer les deux yeux. Et je trouve que c'est insupportable. Pour qu'on puisse avoir une impression de réalisme, de choper cette scène comme si on était un spectateur sur le plateau, et quand on regarde quelque chose comme ça de loin, on voit pas bien les visages, on voit pas tout. Et puis des fois même c'est filmé de dos, quoi, on filme la nuque. Et je trouve ça élégant. Voilà. Est-ce que c'est toujours tourné avec une caméra ou il y a parfois deux caméras? Toujours deux caméras. Deux caméras. Pour justement choper les impros. S'il y a des impros des deux côtés, qu'on chope les visages de tous les côtés, quoi. C'est-à-dire que c'est évidemment très écrit, mais tu te laisses la possibilité constamment d'avoir des impros, d'avoir des moments où... Pour que ça ait l'air vivant, pour que ça ait l'air vrai, quoi, pour que ça ait l'air pris sur le vif, on se réapproprie les mots, oui, mais le texte, généralement, était plutôt celui qu'on voit filmer. Hein. Est-ce que toi, de jouer dans tes propres films, c'est aussi pouvoir éventuellement mettre en scène à l'intérieur du plan ou de la séquence? Est-ce que toi, tu peux imprimer un rythme, ouais. Oui. Aujourd'hui, maintenant, je ne me vois plus trop faire des films dans lesquels je joue sans les réaliser. Parce que je suis frustré de me rendre compte... je serais frustré juste de filmer sans jouer dans les séquences. Il m'est arrivé par exemple dans la tour 2 Contrôle Infernal de filmer Philippe Catherine et tous les moustachious en train de faire une séquence, et je trouvais le rythme un petit peu mou, et je rêvais de sauter dans la scène et de jouer avec eux pour essayer d'imprimer le truc. Ouais, c'est ça. Et par exemple ici, ça marche très bien, par exemple quand on te voit un peu gêné, et donc tu regardes nouveau le scénario, et la petite durée du jeu, de faire durer un peu la réplique, c'est ça qui est drôle et qui est bien. C'est pas de faire du tac au tac, ouais, c'est de cut, les comédies dont j'ai parlé tout à l'heure, quoi. Avec des voitures, des taxis et tout ça. Et j'avais juste une question qui est liée à l'extrait précédent, pardon, très rapide. Quand même, on prenait aussi cet extrait parce que tu t'amuses avec cette notion de je voudrais arrêter de faire de la comédie, faire des trucs sérieux, et donc s'amuser à balancer un petit peu des noms, et donc tu t'amuses un petit peu de tout ça. Est-ce que pour toi, c'est quand même une question sérieuse de se poser la question de est-ce que la comédie est un art sérieux ou pas? Si on commence à se prendre au sérieux, déjà là je trouve qu'on commence vachement à se prendre au sérieux, du coup ça me fait flipper. Je suis pas pour anoblir la comédie. Je trouve que les mecs qui m'ont fait rire, quand je repense moi personnellement aux films de mon enfance, ce sont principalement des comédies. À part Le Pont de la Rivière Kwai, sinon la plupart des films de Pierre Richard et Louis de Funès. Quand j'ai rencontré Pierre Richard, pour moi c'était une légende, quoi. Le mec, j'étais comme un fou, c'est un monstre de comédie pour moi. Donc je trouve que c'est déjà très valorisant de pouvoir laisser une empreinte dans l'enfance, dans la jeunesse, dans la vie de quelqu'un avec une bonne comédie, quoi, en ayant fait éclater de rire des gens. Je trouve ça déjà super classe, ça suffit. Et puisque tu parlais des différences entre ton personnage, le Judor de Platane, et toi-même, est-ce qu'ici, ce sentiment de solitude, une fois qu'un duo comique évolue, qui réalise, est-ce que ce sentiment de solitude que tu décris ici a pu faire partie parfois de ta expérience vraie? On a tourné donc le film Seul Tout avec Ramzy, et c'était le début de la fin, vraiment, de notre duo. Et
même si on est très très proche dans la sensibilité de notre art, de la comédie, quoi, on a forcément des divergences. Et là, systématiquement, on n'était pas d'accord. Vous m'écoutez quand je parle ou pas? Systématiquement, on n'était pas d'accord. Et du coup, ouais, il y a eu pas mal de moments... Écoute-moi, putain, c'est... Il y a eu pas mal de moments gênants, incroyable, manque de respect. Le mec m'invite, n'écoute pas, pose une question. Et ouais, c'est suite au tournage de Seul Tout qu'on a décidé de prendre de l'air chacun de notre côté. Vous avez pas écouté. Qu'est-ce que j'ai dit alors? Ça a marqué le début de la fin. On va passer à un autre extrait. On essayait de voir, parce qu'on va peut-être pas passer tous les extraits, d'autant qu'on aimerait aussi évidemment vous laisser la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Et on va peut-être passer un extrait de Alan Police d'État. Ah ouais? Ouais, carrément. Donc c'est un peu le début du film, et donc il n'y a rien à expliquer, c'est la présentation du personnage qu'interprète Eric. Donc on va sauter à l'extrait 7, carrément, s'il vous plaît. Et À la on saute police quoi d'État. du coup alors comme extrait? C'est vraiment de très bonne qualité, les images. C'est pas perturbant du tout. Alors ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure tu parlais du fait que nous on voulait pas faire de l'humour communautaire. Et ici Moi, j'ai pas de parole. Et n'empêche, il faut que je dise un truc. Ce personnage-là, avec la coupe de cheveux comme ça, les stylos, le truc NASA, Jamie Foxx a fait exactement le même personnage dans Spider-Man. Il m'a pompé. Jamie Foxx m'a piqué mon perso. Et il a un Oscar. Oui, pas pour ce personnage-là. Mais pour vrai, oui. Voilà, donc, et ce qui est drôle, c'est qu'ici, donc, à contraire, ton personnage, il est complètement bizarre par comment tu joues, par comment qu'est-ce qui lui arrive, et donc c'est un personnage tout à fait différent de ce que tu as fait auparavant. Et donc justement, encore une fois, vous brisez un peu ce qu'on peut attendre de ce genre de comédie, de faire le blague un peu prévisible sur... Je dois terminer ta phrase? Je sais pas où t'allais, moi. Donc, Non, les questions un peu identitaires, communautaires. oui, bah, oui, effectivement, nous on s'était juré dès le début de ne pas faire d'humour communautaire, de ne pas représenter ni la cité, ni les Antilles, ni l'Arabie. Donc c'était toujours de l'absurde, du burlesque, mais certainement pas du social, jusqu'à ce qu'on fasse ce film. Mais là-dessus encore, ouais, mon personnage est un peu abstrait, quoi. C'est-à-dire il parle pas arabe vraiment. Les extraterrestres lui ont enlevé son accent et du coup il parle comme ça, il n'y a pas de souci. Et il se recoiffe, il n'y a pas de malaise. Et voilà. C'est une manière pour toi d'échapper justement à l'accent et donc rejouer éternellement ce type d'humour. Il y en a qui le font super bien. Jamel le fait super bien. Gad le faisait super bien aussi. Moi perso, je sais pas du tout le faire, donc j'ai dit tiens, je vais m'écrire un personnage qui s'est fait enlever son accent par des extraterrestres, et hop, il va parler comme ça, et ça m'arrangeait. Parce que parfois on peut se dire tiens. C'est très dérangeant que tu te grattes l'oreille tout le temps en permanence, Ah ouais. plein de cire dessus, non? Tout à l'heure justement depuis. Forcément quand je gratte. Ouais, bah, à un moment donné, ouais. Ça doit être un tic, je ne savais pas. Ouais, mais c'est dégueulasse ça, Mais regarde. tu veux bien de me le dire. Moi, je préfère tu vois? Autant que tu m'en parles tant qu'il n'y a personne. Le mieux, c'est qu'on soit intime, voilà, tu vois. Que voulais-je dire? Oui, non, c'est. Mais tu te grattais le cul là, juste à l'instant. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, sur la question politique, pardon. Non, ce qu'il y a de très fort, c'est qu'on se dit, on a pu vous dire, c'est que vous ne faisiez pas des comédies très politiques. Pourtant, là, c'est très très violent, très drôle et très violent, puisque en perdant son accent, son identité, tout d'un coup, il deviendrait français, et donc on le met à l'asile, on le met à l'hôpital psychiatrique, puisqu'il devient trop français. Enfin, ce qui est quand même, pour le coup, très violemment politique, très joyeusement politique. Comment, là aussi, vous avez cette idée-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez tirer un maximum On n'a jamais voulu être politique, enfin directement politique en tout cas. Jamel a été très tôt un porte-drapeau des mecs de cité, des immigrés, porte-drapeau d'une génération qu'on n'écoutait pas et tout ça.
Il l'a très bien fait pendant un moment. Et nous, notre manière à nous de parler d'intégration, c'était justement de faire de la comédie qu'un blanc, un danois, un américain ou un rebeu puisse faire. Donc, pas typé de nos origines sociales ou géographiques. C'est pour ça qu'on faisait de l'absurde, c'est pour ça qu'on faisait du burlesque, c'est parce que ça ne correspond pas à un pays ni à un niveau social. Et notre manière à nous, c'était l'unique manière d'être politique finalement, c'est de se dire que des mecs à Clermont-Ferrand vont se marrer en regardant Eric et Ramsey sans qu'il y ait aucun rapport avec aucune origine et qu'ils se disent à la fin, tiens en fait c'était un arabe et un métis. Et que du coup, dans sa tête, eh ben, on est intégré, puisqu'il nous a écoutés comme deux Français blancs normaux, quoi. C'était notre manière à nous d'être politique. Ça t'embouche un coin, ça, j'ai l'impression. Donc, pour avancer, on va arriver vers la fin de dernier extrait, et justement on va montrer un extrait de La Tour Montparnasse infernale, et justement sur ça, sur comment on fait de l'humour avec des questions de nationalité, des étrangers, des accents, etc. Et donc ce qui se passe dans l'extrait que vous allez voir, c'est qu'Eric essaye de sauver Ramsey qui se bat contre un Chinois. Et il va essayer une prouesse. Il y a eu une époque où on pouvait quand même un peu se marrer des Chinois, j'ai l'impression que c'est un peu passé. Il y a eu la polémique un peu, non, le gars des Kev, après bon, c'est les vannes qui n'étaient pas ouf. Mais voilà quoi, moi aujourd'hui j'en fais moins quoi du chinois. J'en mange, hein, mais j'en fais moins. Donc du coup on va passer l'extrait 8 s'il vous plaît. Moi qui a tué ton père. Ce qui est génial, par ailleurs, t'avais déjà fait Super Chinois. Oui. 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 Il y a des gens qui ont vu le premier spectacle, notre premier spectacle, ouais. Il y a nos plus vieux fans ici. Ils sont venus au spectacle du Palais des Glaces en 98, la honte. Vous devez avoir 115 ans. Ouais, et vous êtes toujours là, merci. Hein. Putain, c'est cool, hein. Pascal et Aurélie, la classe. Merci, bravo. Merci. Et du coup, ce qui est génial, c'est que voilà, dans l'extrait qu'on a vu, ce qui pourrait passer par une blague, voilà, un peu raciste. Elle n'est pas du tout en fait. Elle n'est pas du tout en fait parce que à la fin, elle est désamorcée par le fait qu'effectivement, bah, c'est ton sujet qui est ridicule, c'est ton personnage qui est ridicule, et bah. Voilà. C'est ça. Tu veux dire contrairement à Gad et Kev là pour le. Oh, je déconne. Bah ouais, c'est un accent que je maîtrisais un peu, et puis, et puis du coup ça me faisait marrer de le faire dans le film. Et puis effectivement, si on s'arrêtait juste sur mon accent, ça faisait que je me foutais de la gueule des Chinois. Et le fait que le représentant des Asiatiques, l'acteur qui représente les Asiatiques me dise qu'il comprend pas, bah, ça désamorce le truc. Et aussi le fait que ça s'arrête pas. Le fait qu'il faut trouver, donc il dit j'ai pas tué ton frère, après il commence à parler de la bouffe chinoise, il finit par dire je suis un racaille, donc il y a un côté où le mec il peut pas s'arrêter. Ouais. Donc ça annule le racisme. Voilà, l'absurde il annule tout quoi, c'est par l'absurde. Oui. Mais j'ai reçu quand même une fois, il y a longtemps, sur Facebook, il y avait quand même, il y a des mecs qui ont écrit écoute, tu hâtes. Vraiment. Et ils écrivent comme ça en plus. Hein. Ouais, tu hâtes, fous dans ma gueule, on va te retrouver. Et tout, te fait rater. Donc, moi, j'ai flippé, j'ai arrêté de le faire, hein, je le fais plus. Ils écrivent comme ça. Hein. C'est ouf. Je me demandais pour la tour Montparnasse qui est. Mais ils doivent avoir un clavier particulier pour pouvoir écrire comme ça. Je le lisais comme ça, j'essayais de parler normalement, tu vois. Je disais, je te dis ta race, tu continues, fous dans ma gueule. Ce clavier, très bizarre ce clavier. Pardon, Ce film est. tous les Chinois, je m'excuse. Ce film est réalisé par Charles Nemes. Oui. Néanmoins, je me demande avec vous deux à l'écriture, est-ce que vous n'êtes pas co-réalisateur quasiment d'un film comme ça? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de... Dans l'écriture, effectivement,
on précise les cadres en fait, on décrit comment on imagine la scène filmée. Mais rendons quand même hommage au travail de Charles Nemes qui l'a formidablement bien filmé et qui n'a pas eu forcément besoin de nos conseils pour réaliser ce film. Il en a fait un super travail, il nous a mis très à l'aise. Il a compris qu'il fallait qu'on évolue dans un cadre qui nous laisse jouer, qui nous laisse faire les cons comme sur scène. Et voilà, donc il a eu l'intelligence de ça et puis c'est très bien réalisé, je suis très fier. Oui, non, c'était pas du tout pour lui enlever quoi que ce soit. Mais ici, quand même, t'essayes de dire, c'était effectivement, si vous donnez des indications de mise en scène, le scénariste généralement donne pas forcément d'indications de mise en scène. Ben, on commençait un petit peu à se rapprocher du combo, donc c'est le retour qu'on a, le retour d'image qu'on a, et de lui dire tiens, ce serait peut-être marrant si, voilà. Et notamment, il y a une scène, je sais pas si vous vous souvenez de la scène où je saisis la barre de fer brûlante. Ça, c'est le plan que j'ai suggéré à Charles Nemes. Je lui ai dit, ce serait bien qu'on démarre sur mon visage, on descend sur le truc. Avant qu'on remonte, il y a la maquilleuse qui met une goutte, une larme, et on remonte comme ça dans le même plan. Et c'était mon idée, voilà. Je m'entends, merci beaucoup pour mon idée. Merci de la bière. On va passer au dernier extrait et après on va passer aux questions du public. Donc on va voir 2000. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il y a quel Ni écart chanter, ni parler. C'est eux, on est il y a 15 ans d'écart entre la tour Montparnasse et la tour de contrôle infernale. D'accord. Réalisé par toi, et donc on va voir un extrait. Il y a des gens qui étaient dans la salle, peut-être qu'on le film passé. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, et donc pour voir à quoi ça ressemble, on va passer l'extrait suivant, donc l'extrait numéro 9, et après on va entendre le public qui a hâte de se prononcer. Ça se voit. Très bien. Et en même temps, je me marre tellement le niveau de teubé que ces personnages ont. Je crois qu'ils sont plus débiles que dans le premier. Et le black qu'on voit à la fin, c'est Peter McCalloway. Enfin, c'est le fils. C'est le père, pardon. C'est Jean-Peter McCalloway. On s'en fout. D'accord. On s'en fout de cette info. Le mieux, c'est qu'on enchaîne. Alors, des questions? Ce qui est très beau, c'est qu'on retrouve quasiment ce qu'on a vu en premier, c'est-à-dire le retour du duo. Vous ne souhaitiez pas faire de numéro 2 après la tour Montparnasse. Qu'est-ce qui a motivé ton envie, justement, là encore particulièrement, parce que c'est toi qui écris et réalise, Ramzy joue mais ne réalise pas. Qu'est-ce qui a motivé cette envie pour le coup à ce moment-là? Je sortais de 2 saisons de Platane et de 2 films avec Dupieux, Wrong et Wrong Cops, qui sont des films très abstraits, quoi. Et Platane, c'est très adulte comme jeu, c'est très réaliste. Et notre ADN comique, notre première envie, c'est ce petit enfant. Et le petit enfant, il est toujours un petit peu en nous. Et comme on bossait plus trop ensemble avec Ramzy, quand on se revoyait, on faisait les teubés. On ne se parle jamais normalement avec Ramzy. C'est très bizarre. C'est très gênant pour nos femmes et pour notre entourage, parce que c'est impossible d'avoir une conversation normale l'un et l'autre. Mais vraiment, je n'ai jamais parlé normalement avec Ramzy. C'est chelou, hein. Il y a un truc physique, quoi, qui fait que même en texto, on ne s'envoie jamais un message normal. Et donc, très bizarre cette relation, vraiment. Et du coup, ça nous manquait de faire les teubés, quoi, de faire le maximum du gogol. Et c'est ce qui nous a renvoyé sur on avait chacun des projets par ailleurs, mais on s'est fait cette parenthèse pour faire ce film. C'était pas genre, viens, on refait un truc pour essayer de regagner le succès qu'on avait à cette époque. Non, c'était une envie de faire ces deux belles. Du coup, quand le moment est venu pour que les gens se cassent, sauf si avant quelqu'un veut parler, poser une question, dire quelque chose. Waouh, la folie totale. Quoi. Alors, la première main qui s'est levée. On va le faire sur. Qui est beau. D'accord. Doris. Oui. Mais vous passez le micro. Tu vas le passer à quelqu'un d'autre qui va aller chercher quelqu'un. Vous avez dit que vous n'avez jamais fait de théâtre, c'est ça? Oui. Et comment vous avez commencé les scènes humoristiques? Pardon? Les scènes humoristiques, vous avez commencé comment? Comment on les a commencés? Est-ce que c'est des scènes ouvertes, des plateaux d'humoristes? On a fait un truc terrifiant qui s'appelle le Trévise, au théâtre du Trévise.
Le Field, exactement. Et c'était la plus grosse angoisse. On n'était jamais monté sur scène, donc on avait répété. Ramzy était vendeur dans un truc tout à 10 balles. Et on répétait la journée dans les allées du magasin. Et t'imagines les gueules des gens, quoi. Quand on était là, oh là là, ma parole. Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est 10 francs. Et oui, c'était en francs à l'époque. Et du coup, on est allé là-bas jouer devant 300 personnes. C'était la première fois qu'on jouait devant des gens et c'était terrifiant. Mais ça s'est très bien passé. On a fait le sketch du défilé qu'on a mis ensuite dans le spectacle et ça s'est très bien passé. Et derrière, on a pris plein de bides. Mais comme on avait fait un premier passage où les gens s'étaient marrés, on se raccrochait toujours à ça. À se dire, ouais, mais quand même, on est marrant, parce que tu te souviens, il y a 2 mois, ils s'étaient marrés. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Et on a fait ensuite une audition dans un truc qui s'appelle le Bec Fin, qui n'existe plus, qui est un restaurant coréen maintenant. Et c'est lent d'ailleurs, tête à vous. Le mec fait coréen, vietnamien, tout pareil, même accent. Et pareil, on a fait une audition devant une dizaine de personnes et le patron du truc qui nous a pris ensuite 1 fois par semaine, on jouait là-bas. Voilà. Et voilà. Another question? Yes. Par exemple, la scène qu'on vient de voir là, de la tour Montparnasse 2, comment elle a été écrite? Parce que c'est beaucoup d'impro, non? J'imagine. On a... la plupart des choses sont écrites. La plupart des choses sont écrites, mais ouais, il y a 2-3 phases qui sont improvisées, parce que dès qu'on rentre dans ces personnages, on peut parler une demi-heure comme ça, nous. Du coup, mais l'équipe se barre, hein. Du coup, on perd un peu des gens, le caméraman, on regarde plus, etc. Du coup, on essayait quand même de tenir le texte. Mais il y a un petit peu d'impro. On ne sait pas faire que le texte, justement parce qu'on n'a pas fait d'école et qu'on n'a pas appris à jouer le texte, pile le texte. À chaque prise, pour que nous, on se sente vivant, il faut qu'on bouge un peu les choses pour surprendre l'autre, pour que l'intensité reste là, quoi. Et du coup, au moment de l'écriture, pour avoir des vannes comme ça, vous faites un peu d'impro ou... Bah oui, l'écriture, bah, ça se fait, t'es dans un bureau, t'es assis, t'as un ordinateur et c'est le silence. Et ah tiens, si je commençais ça, ah tiens, bah, on se joue la scène. Et ensuite, j'écris sur l'ordinateur vite ce qu'on vient de se jouer. Et puis après, si on a oublié, on se la rejoue et on réinvente des choses. Et puis après, on la réécrit. C'est ça le truc. Si je peux aider. Bonsoir. Bonsoir. Petit oiseau. Je me demandais si dans la tour de contrôle, il n'y avait pas des influences type Zucker, Abraham Zucker, The Naked Gun, tout ça. Je les ai tous vus aussi, ouais, les Zucker et les Zaz, tous les films Zaz. Y a-t-il un pilote pour sauver la reine? Enfin, je mélange de titres, hein, mais bon, voilà. Je les ai tous vus, donc ils sont quelque part en moi, mais non, c'est pas mon influence principale. Parce que dans les gags visuels, par exemple, genre quand d'un coup vous vous retrouvez en tenue de plongée ou Ramzy avec les boules ensanglantées là, qui descendent, ça me faisait penser en fait à... Bah, en fait, c'est des costumes. On aime bien les costumes drôles, comme les armures aussi dans la tour 1. C'est des costumes, nous, le plongeur nous inspirait. Donc, il y a eu un Zucker où ils étaient en. Non, mais la façon dont c'était amené, en fait, ça me faisait. La mise en scène, ça me faisait penser à ça. Ah ouais, je prends cette référence avec plaisir, hein, cette comparaison, parce que j'adore Zaz. Ils sont des noms. De rien. Bonsoir. Vous avez jamais eu envie de faire des rôles sérieux, mais de A à Z? T'écoutes pas, toi, t'écoutes pas ce que je dis. Non, jamais. Jamais. Voilà, fin de rien. Bonne journée. Au revoir. Oui? Cheveux. Oui. Ah, autre cheveux. Ça rejoint en fait la première question. Vous aviez dit que vous n'avez jamais fait d'école de théâtre au cinéma. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui n'en a jamais fait pour pouvoir en faire? Bah, t'as vu, pas besoin, quoi. Quel conseil toi, tu veux faire du cinéma, c'est ça? Par exemple, je connais beaucoup de gens qui voudraient en faire, mais ils ne savent pas par où démarrer, qui rencontrer. Non, mais en vrai, c'est toi. C'est quand le mec qui me demande des photos, non, c'est ma fille t'adore. Bien sûr, j'en fais partie. Ouais. Oui, ah bah voilà. Donc c'est pour toi. Alors, quelle est la vraie question? En fait, par où faut attaquer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça dépend. À part aller dans les magasins où tout est à 10 francs. Ouais, bah oui, surtout il faut les retrouver, c'est les magasins à 10 francs, tu vois. Tout à 2 euros maintenant. Bah oui, ouais. Bah ça dépend. Moi je pense que si t'es comédien et que tu n'es pas auteur toi-même, eh ben il faut faire des castings.
Et si tu es auteur, écris tes textes, écris et joue-les, essaye d'aller dans toutes ces scènes ouvertes, il y en a quelques-unes à Paris, et puis monte ta gueule, et puis montre ce que tu sais faire. C'est le seul élixir de vérité. Hein. Tu passes sur scène et tu sauras tout de suite si tu es fait pour ça. Hein. Vous avez rencontré une personne en particulier, vous, qui a pu vous faire aller sur une autre scène et vous dire que c'était bien et qu'il faut continuer? On a eu la chance de croiser sur notre route des gens qui ont compté pour nous. Il y a notamment PEF, Pierre-François Martin-Laval, qui nous a mis en scène au départ, Édouard Baird aussi, et puis Quentin ensuite, etc. Mais c'est pas eux qui nous ont mis le pied à l'étrier. On a démarré, nous, au Burger King, en train d'écrire nos sketchs, à se marrer, et puis ensuite à prendre le bottin, il y avait des bottins à l'époque, et à regarder à la lettre A, c'était au bec fin, on a pris notre téléphone, on a appelé le mec, quand est-ce qu'on peut auditionner? Ben, venez le 12 avril, et on y est allé. Donc on connaissait vraiment, on part de zéro en termes de contact, tu vois. Ok, merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir votre avis par rapport à ce film-là qui est La Tour de Contrôle Infernal. Pour vous, c'est une réussite, il y a des choses qui ont été ratées, surtout par rapport aux chiffres et tout ça, comment vous vivez ça, quoi? Incompréhensible. Je pense qu'il est génial. C'est horrible ce que je fais là, c'est de m'auto-congratuler, mais je trouve que ce film est très réussi. Je trouve qu'il y a plein de couches de comédie différentes. C'est ce qui a peut-être perdu le public, j'en sais rien. Je pense que rien n'a perdu le public puisque le public n'y est pas allé dès le départ. C'est-à-dire que dès la première semaine, il y a eu un vide et un vent dans la salle de Cinoche. Personne n'y est allé. Mais je pense que c'est un des meilleurs films qu'on ait fait. Je pense que Philippe Catherine est extraordinaire dans ce film. Je pense que les seconds rôles sont incroyables. Il y a un mec qui s'appelle Grégoire Osterman qui joue le ministre de l'Intérieur qui se rêve ministre de la Culture, qui est pour moi qui fait une performance d'acting incroyable. Je trouve qu'il y a des gags absurdes comme Ramsey qui descend avec ses boules collées sur le truc qui sont dingues. Je trouve visuellement le film réussi en termes d'image des années 80, parce que c'était ça le principe. Et je trouve que c'est jouissif moi j'étais très heureux encore une fois de me voir déconner avec Ramsey comme au premier jour. Donc pour toutes ces raisons, je pense que ce film est exactement le film que je voulais faire. Donc j'en suis très fier et je ne peux pas m'expliquer l'insuccès de ce film. Il a fait 370 000 entrées, c'est pas zéro entrée non plus, mais c'est rien par rapport à ce qu'on aurait pu attendre sur un premier qui avait fait 2 millions d'entrées. Et pour la suite, vous abandonnerez ce type d'écriture ou vous allez continuer là-dedans? Parce que ça va marcher, pour ça. Peut-être que... Non, je pense même pas que c'est une histoire de gogoli, d'humour gogol, puisque je pense que ce film est bien plus absurde que Bénet. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, il y a des zooms sur des endroits avec de la musique intense qui nous fait croire qu'il y a quelque chose qui se passe là, et en fait on se comprend que le cadreur s'est planté, on repart en arrière, ça cadre ailleurs. C'est des vannes de cadre en fait, c'est des vannes absurdes, plutôt malines, et pas de teubé. Donc peut-être que ce film aura une vie, la chance avec Internet aujourd'hui, c'est que quand les choses sont travaillées et appliquées, eh ben, elles ont une seconde vie. Il y a un public qui le retrouve, ce film. Donc j'espère que c'est ce qui se passera. C'est ce qui s'est passé pour Platane. Quand c'est sorti, on m'a dit « Oulala, mais t'as complètement foiré ton truc ». Et aujourd'hui, on me le cite comme référence. Donc j'espère que ça fera ce chemin. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur. Une 3e saison Platane est en écriture. En ce moment même. Merci beaucoup. Mais j'ai déjà l'impression de piétiner si je fais ça. Du coup, j'ai écrit une autre série qui s'appelle Deville Inside, Deville, le nom de famille. C'est une famille de Français qui s'installe aux États-Unis dans un quartier genre Desperate Housewives et qui va polluer de ses manières françaises tout le quartier. Et donc tout le quartier va fumer à l'intérieur, commencer à doubler dans les files d'attente et tout ça. Et donc cette série est en train d'être prise par les Américains et donc je vais faire ça là-bas. Alright, ça va pour moi quoi. Terminez les Chinois. Quoique, ils sont vachement là-bas, non? Pardon. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Mathieu. Je m'appelle Benoît. Bonjour Benoît. Mathieu te va beaucoup mieux, je pense. Ah, c'est aussi. Alors, j'ai une question soft et une question malaisante. Je vais commencer par la soft pour pas trop te déranger. Ou mélange les deux. Alors ma première question c'est comment tu fais pour ne pas te marrer
Donc là, aujourd'hui, la question se pose plus parce que tu connais vachement Ramzy, mais dans tes premières improvisations avec Ramzy. Non, ça, je n'ai pas de solution pour ça, et bien au contraire, si je me marre dans les séquences, c'est que c'est très bon signe, c'est que je pense que c'est drôle, et j'ai pas ce professionnalisme. Je vois je vois Will Ferrell ou Steve Carell, par exemple, jouer des scènes, et je vois les bêtisiers, et je me dis, putain, les mecs, ils tiennent vachement longtemps, quoi. Je sais pas comment ils font. Moi, je me marre. Quand c'est drôle, quand Ramzy me fait marrer, je me marre, et couper, tant pis, il faut la refaire. Tu vois, c'est niqué. Voilà. Donc j'ai pas de solution, je me marre vraiment. Donc, du coup, on a des super bêtisiers en revanche. Donc parfois, tu as besoin de plusieurs prises pour arriver à... Ah mais c'est pas parfois, c'est tout le temps. C'est-à-dire que déjà, parce que le texte, on est toujours à peu près, donc on a toujours besoin de 3-4 prises avant de se mettre en route. Et ensuite, quand on est vraiment en route et qu'on déconne, on se marre trop, du coup, on va à 10-15 prises, quoi. Voilà. Ok, et donc maintenant je vais commencer la question un peu malaisante, hein, tu m'en excuseras. On te reconnaît souvent, parce que je vais utiliser l'expression, parce que tu as un crâne d'œuf, donc tu n'as pas de cheveux. Sans déconner. Désolé. Et donc, est-ce que cette signature t'aide pour tes personnages surréalistes? Qu'est-ce que c'est que cette question? Je sais pas, c'est un peu malaisant, c'est pour ça. Mais elle est trop... Comme si en fait un crâne chauve m'orientait artistiquement. C'est ça en fait que tu penses. Oui, c'est ça. Ça t'aide. Donc suivant en fait la pilosité de quelqu'un, il a une direction artistique précise. C'est-à-dire que toi, du coup, tu... Je connais. Voilà. Non mais... je ne comprends pas du tout cette question. Voilà, parce qu'il y a des crânes chauves qui font des films comme il y a Vin Diesel qui fait des films qui n'ont rien à voir avec l'absurde ou l'abstrait, qui font tout ce qu'on parlait tout à l'heure avec des taxis et tout ça. Et tu as d'autres chauves comme Larry David par exemple, qui font de l'absurde, du très écrit. Question non avenue. D'accord. Oui, vu, mais déjà. Bonjour. Bonjour. Moi, ce qui m'épate beaucoup chez vous, c'est votre instinct et la possibilité d'improviser dans l'instant. Et un tournage, c'est très très lourd. Il y a beaucoup de contraintes techniques, il y a des conséquences aussi financières sur la durée, etc. Et tout. Ouais. Comment vous gérez ce stress et cette charge? On essaye de s'en débarrasser tout de suite. L'idée, c'est de surtout pas donner d'importance à un plateau, parce que sinon, t'es mort. Si soudain tu dis putain, c'est 3 caméras là pour cette prise, et c'est une équipe qui attend, et chaque heure de dépassement, c'est 20 000 €, c'est terminé. T'arrêtes de t'amuser, et ben c'est là que j'endosse mon costume d'enfant, et je fais le con, jusqu'à ce que le producteur vienne me tirer l'oreille et dire il est 23h là, par contre, on va peut-être s'arrêter, parce que tout le monde en a marre. Mais jusqu'à ce qu'on me tire l'oreille, j'essaye de rester un ado un peu frondeur. J'essaye de garder ça en tête et de me marrer sur le plateau. Je viens jamais faire un tournage comme un métier, quoi. Je viens le faire comme une envie de déconner sur chaque séquence, de trouver un truc marrant, de me marrer avec mon partenaire de jeu. Et ensuite, on vient me rappeler à l'ordre et me dire en fait c'est un travail. Mais il faut surtout pas penser à ça en fait. Sinon tu peux plus faire rire. Tu peux plus tenter des trucs, quoi. Ça. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question concernant vos pubs en fait, les pubs EDF. En fait, pour moi, une pub, ça a vocation à être 9 fois sur 10 ratée, voire nul à chier. Et celles-ci me font énormément rire. Je la regarde, voilà. Après, moi, je suis en public conquis, donc pour rebondir sur ce que vous avez dit avec... T'as du goût, tout simplement. Pour rebondir sur ce que vous avez dit avec Pierre Richard, ce que Pierre Richard a réussi avec vous, moi, je pense que vous l'avez réussi avec ma génération, en tout cas moi, mes potes, mes proches, etc. Et du coup, je me demandais si vous en étiez arrivé à un point où les publicitaires vous connaissent tellement qu'en fait, c'est parce qu'on dirait des extraits de Platane, ces pubs-là. Est-ce que c'était fait sur mesure pour vous, ou est-ce qu'on vous a demandé de vous investir, et du coup,
à quel point ça vous éclate ou pas de vous investir dans une pub, parce que c'est pas aussi glorieux que de faire du ciné, du théâtre, une série, etc. C'est même pas glorieux du tout. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Ouais. Bah, en fait, c'est Havas qui est donc l'agence de pub qui est venu me chercher pour me dire voilà, on aimerait EDF aimerait communiquer avec vous. Et la chance, c'est que le directeur de création, Christophe Coffre, avait adoré Platane et avait proposé à EDF de faire des petites séquences de Platane. Donc ils sont venus me voir pour me demander ça. Et moi, je me suis dit, ultra casse-gueule l'exercice. Parce que d'une part, EDF, c'est pas super sexy comme marque. Tu vois, c'est pas Nike. Enfin, j'allais pas faire un pub Apple. Et d'autre part, si c'est pas drôle, c'est terminé. Et je nique Platane, parce que derrière les gens se disent ah c'est Platane raté, et je nique moi-même, c'est fini quoi. C'est-à-dire qu'il y a un humoriste qui a fait des pubs, t'as vu ce qui s'est passé quoi. Franchement, ça mérite. C'est-à-dire que le mec, c'est vrai qu'elles sont moches les pubs, mais ça ne méritait pas cet acharnement sur lui qu'il a eu. Il a fait, oui, vraiment, il a fait une carrière avant ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pas normalement 30 secondes qui devraient être flinguées. Le mec a fait des spectacles d'1h30, des films, etc., etc. Et soudain, sur 30 secondes, il se fait achever. Donc j'étais conscient au départ que c'était très risqué. Donc moi, ce que j'ai dit, je veux bien faire ces pubs, mais je les écris, je les produis et je les réalise. Et je voulais être sûr d'être fier de ce que j'allais proposer. Et donc c'est ce qui s'est passé, et Dieu merci, ça a fait rire les gens. Et les gens sont venus à Platane, ensuite, c'est très bizarre, ils sont venus à Platane après avoir vu les pubs. Donc ça c'est cool pour moi, donc c'était que du bénéfice. Et maintenant, EDF c'est super classe, non? Je plaisante. Oui. Bonsoir, je suis ici. Ah, ok. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas honte du film Double Zéro, mais j'aimerais bien quand même revenir sur un point. J'aimerais bien que vous disiez quand même que vous avez honte. Vous avez un petit peu honte Ouais. sur les questions qui touchent aux représentations de la femme dans ce film, parce qu'on a une armée de personnages féminins qui sont toujours super sexy, avec des gros guns, et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de faire du sexe avec les personnages principaux qui sont pas forcément super, qui engagent dans cette direction au premier abord. Et donc je trouvais ça un peu dommage qu'il y ait autant de personnages féminins et qui soient toujours exactement les mêmes et qui semblent quand même toujours s'adresser à ce même... Adressez-vous aux auteurs, hein, parce que là on l'a pas écrit pour le coup. Oui, mais c'est vrai. Mais du coup, j'aurais bien aimé savoir si vous aviez quelque chose à dire à Et ce d'autre sujet. part, on a été en conflit permanent avec le réalisateur sur ce film, qui passait des heures à filmer les mannequins, des heures à filmer les chorégraphies, et qui nous laissait, je me souviens surtout d'une séquence qu'on tournait à Cannes, dans un hôtel, on tournait de nuit, donc de 23h à 5h du matin. Et à 4h du matin, on n'avait toujours pas tourné avec Ramzy, et il filmait, c'était une scène qui se passait autour d'une piscine, où il y avait des belles femmes qui se baladaient et tout ça, et il faisait que des travelling sur les jambes et les nibards. Et à 4h du matin, j'ai pété un câble, moi, ce qui ne m'arrive jamais, je suis plutôt calme sur un plateau. Mais je suis allé voir le réalisateur et je l'ai chopé, quoi. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? On a 1 heure là maintenant pour faire de la comédie. Les gens vont pas venir voir Double Zéro pour regarder des meufs, mais pour Eric et Ramzy, a priori, on était dans notre grand moment de gloire, puisque c'était juste après la Tour Montparnasse. Donc je lui ai demandé de se concentrer sur la comédie. Le film est ce qu'il est, et je pense que nos moments de comédie sont un peu sauvés, mais dans les rushs, il y a plein de vannes, il y a plein de moments de comédie qui sont foutus à la poubelle, parce qu'il avait envie de faire un clip, de rappeur en fait, et que accessoirement, il y avait Eric et Ramzy sur le plateau. Le mec n'a pas fait le film, c'est une commande pour lui, il n'était pas du tout, il nous aimait pas spécialement, et on le faisait pas spécialement rire. On l'a vu une fois avant le début du tournage. On a fait un resto avec lui, il nous a à peine écouté, il s'en foutait en fait de nous. Et ce sont deux mondes qui se sont confrontés et qui ne s'entendaient pas. Lui ne devait pas faire ce film avec nous, et nous, on ne devait pas faire ce film avec lui. Donc ça donne un film un peu hybride où il y a de la grande comédie. Enfin, de la grande comédie. Il y a des phases de comédie à la Eric et Ramzy, et il y a un clip de rappeur d'un côté. Merci. Voilà. Mais j'assume complètement quand même Double Zéro, que je trouve vraiment très cool encore. Maintenant. Bonsoir. Yes, un noir.
Bonsoir. Alors, je voulais savoir, par rapport à l'influence qu'a eu Larry David sur Platane, l'inspiration, je voulais savoir si... Enfin, j'ai remarqué, suite à Platane, j'ai regardé la série de Larry David, j'ai remarqué que vous aviez des points communs, et est-ce que c'est un hasard? Parce qu'il a écrit Seinfeld, et vous avez écrit H, du coup, vous avez écrit une sitcom. Il a essayé, dans la série, on voit qu'il essaye de faire revenir Seinfeld, et pareil avec H. Donc, je voulais savoir si ça faisait longtemps que... Le grand point commun de Curb et de Platane, c'est la structure, la manière d'écrire. C'est-à-dire parsemer des petites informations qui, au fil de l'épisode, vont grossir, s'entrechoquer et créer ce moment de gêne final avec cette petite touche de musique qui nous dit c'est là qu'il faut rire, c'est là que l'épisode se termine. C'est la seule inspiration que j'ai prise de Larry David. Ce que j'aimais, c'est sa structure d'écriture. C'est un génie d'écriture puisque, comme tu l'as dit, il a créé Seinfeld et co-écrit Seinfeld avec Seinfeld. Donc c'est un mec qui sait très très bien écrire et il a une écriture très moderne dans Curb dont je me suis totalement inspiré. Mais c'est la seule inspiration. Jamais j'ai essayé de prendre une idée. non, pas du tout, c'est mais la structure, effectivement, il me fallait un cadre. Et quoi de mieux que de prendre le meilleur cadre possible pour poser mon écriture. Et c'était ce cadre-là, cette façon, cette structure d'écriture. D'accord. Et dernière petite question, je voulais juste savoir, est-ce que le titre La Tour de Contrôle Infernal, c'est un peu une réponse au titre Dumb and Dumber 2, qui, eux, effacent le 2, le chiffre, mettent le DE, et vous, du coup, vous avez remplacé le DE par un 2? Non. Non. D'accord. Non. Ok. Mais j'ai adoré Dumb and Dumber, le 1. D'accord. Moins le 2. Ok, je l'ai pas vu, donc... D'accord, ok. Oui, bien le bonsoir. Moi, j'ai passé un très bon moment. Vous êtes bien aimable. Merci, ça me rassure. Voilà. Génial. Meilleure intervention de la soirée. Meilleure intervention. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Qui? Ah oui. Jessica. Bonsoir Jessica. Du coup, tu nous as dit que tu voulais refaire... Tu ne me tutoies pas, hein, attention, je suis l'artiste. Je déconne pas trop quand même, vas-y. Que tu voulais refaire des moments avec Ramzy enfantin, un peu comme tu as fait dans La Tour 2. Oui. Mais pourquoi ne pas avoir fait un autre film, justement, ou pourquoi avoir fait une suite et tu l'as vu le Tour 2? Tu l'as vu? J'ai peur. Eh ben, n'aie pas peur. N'aie pas peur, vas-y, parce que c'est un prequel. C'est un prequel, déjà. Et les personnages sont quasi les mêmes, mais c'est un autre level. Je pense vraiment. Moi, je pense qu'il est meilleur que le 1. Je pense qu'il a plus de... Les personnages secondaires du 1 sont quasiment anecdotiques, on s'en fout. En gros, on attend les scènes de comédie des deux cons, et t'as Serge Raboukine et Marina Foïs qui sort un peu son épingle du jeu, mais sinon on s'en fout un peu de ce qui se passe, de l'aventure en fait. Alors que là, moi quand je regarde ce film, j'adore, il me rend dingue les moments de Philippe Catherine. Philippe Catherine est un acteur extraordinaire, et sa bande de moustachious sont déments, notamment il y en a un qui joue un flamand, qui est dément. C'est un génie comique, le mec. Donc regarde-le, et ensuite viens sur internet et moi j'ai trouvé celle-là. Et tu reviendras avec un petit accent. Ça marche, je te remercie. Je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'avais une question. Est-ce que tu envisages, parce que je te tutoie, hein, je t'en supplie, parce que tu te souviens au départ, oui, à l'époque. Si tu envisageais de rejouer avec Jamel. Il faut un projet pour ça. Il faut un projet pour ça. L'endroit où va Jamel aujourd'hui me fascine pas spécialement. Je pense que on avait une position, Ramzy, Jamel, Gad et moi, qui nous imposait de prendre des risques dans la comédie, pour emmener le public ailleurs, puisqu'on avait vraiment, les gens nous écoutaient, nous aimaient,
Et on avait vraiment un public, une grosse base, qu'il fallait qu'on viole un peu, quoi, qu'on emmène ailleurs, qu'on emmène dans des directions comiques moins confortables. Et je trouve que, malheureusement, Jamel n'a pas pris Il a un gros pouvoir comique, ce mec. Et on l'écoute et on le regarde, et il a une qualité de jeu, il a une intensité de jeu qui peut lui permettre d'amener les gens vachement loin, quoi. S'il s'autorisait à faire des trucs moins consensuels, eh ben, le public irait et s'ouvrirait à un autre genre, peut-être. Et on s'enrichirait tous en suivant Jamel dans une autre direction. Et je trouve qu'il est toujours un peu dans sa zone de confort, à refaire un peu les trucs qu'on connaît. Il est très drôle, ultra doué, et je reste fan de lui, mais il ne me surprend pas. Merci. Malheureusement. Merci. Bonjour. Salut. Alors je suis un peu un de vos plus vieux fans, puisque je vous écoutais déjà sur Fun Radio. Donc, oh la vache, ouais, putain. Excellent. Je trouvais ça très drôle, très absurde. Voilà. Donc, sachant que votre humour n'est pas seulement visuel, mais peut être aussi assez efficace en radio, juste sur l'écriture en radio. Merci. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans votre parcours, c'est que je ne sais pas si vous aviez déjà une cinéphilie très forte dès le départ, si vous aviez déjà des envies d'écriture ou de mise en scène dès le début. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, vous avez un goût et une précision dans ces domaines-là. Comment ça s'est développé en fait? Est-ce que c'était déjà là à la base, ou est-ce que c'est au cours de votre parcours de comique justement que ça s'est développé? Bah, les deux, en fait, à la base c'est une passion, quoi, de faire rire. Je pense qu'on fait les mecs qui sont comiques, ils ne deviennent pas soudain devant une caméra, ils faisaient marrer leurs potes enfants. Oui, mais vous auriez pu rester dans ce registre de scène, comme vous faisiez en fait au début. Comment elle est venue l'envie de l'image justement d'aller sur ce terrain-là? Et tu vois, quand je disais justement que Jamel avait une petite responsabilité et aurait pu nous emmener hyper loin, moi c'est mon moteur à moi, c'est d'essayer que les gens, quand ils vont voir un film ou une série écrite ou jouée par moi, qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'ils vont voir en fait. L'idée c'est de continuer de chercher. Et de ne pas essayer de refaire ce que j'ai déjà fait. Et la Tour 2, d'ailleurs, n'est pas du tout une suite de la Tour 1. C'est un autre film, c'est encore autre chose. Et j'essaye d'emmener les gens de plus en plus loin et de les emmener avec moi dans mes recherches, quoi. De moderniser un peu la comédie, quoi. Éviter de ringardiser le truc et de ressasser les mêmes trucs et de refaire H. Quand j'entends de refaire H, c'est super H, et je suis très fier d'avoir fait H. On a fait 71 épisodes de H. Quelle mauvaise idée de refaire H aujourd'hui, je pense. Tu vois, j'essaie de garder mon petit pouvoir que j'ai là sur une petite communauté de gens qui m'aiment bien pour les emmener encore ailleurs, quoi. Essayer de faire évoluer les choses. On va devoir prendre une dernière question, parce qu'après il va y avoir des productions dans la salle, et avant nous avons un dernier extrait surprise. Bonsoir. Bonsoir. Merci encore déjà pour cette soirée, cette occasion. Si je peux aider les jeunes. Pour revenir ouais, surtout pour les débutants dans ce métier. Moi, pour revenir à ce que vous avez dit à l'instant, merci pour cette modernisation. Moi, c'est justement pour ça que je suis fan, et je pense que je ne suis pas la seule. Donc j'ai deux questions. Est-ce que, au moment où vous avez commencé votre carrière, donc comme vous l'avez dit à la personne devant, est-ce que vous voyez là où vous êtes aujourd'hui? Je vais te répondre très honnêtement, et ça va être horrible comme réponse, mais je retardais toujours l'instant où j'allais me lancer dans la comédie, parce que je voulais faire d'autres trucs. Je me disais, tiens, je vais être chef d'entreprise, tiens, je vais faire un truc de livraison de croissants à domicile, tiens, je vais être guide touristique, tiens, je vais faire ça. Et au moment où j'ai dit, tiens, je vais faire comique, dans ma tête, j'étais sûr que 15 jours plus tard, j'allais cartonner. Mais c'est complètement inconscient, parce qu'une fois que je suis arrivé, une fois que j'ai commencé avec Ramzy et qu'on a fait le premier festival, on est allé jouer dans un bled dans les Yvelines. C'est la première fois qu'on se confrontait à d'autres comiques. Et on voit arriver un mec, mais qui défonce tout, qui est hilarant, qui est absurde.
qui a une gestuelle de dingue et tout, et je me dis, putain, on est que dans les Yvelines, là. Qu'est-ce qui se passe à Paris, quoi? Et manque de bol, c'était Jamel, le mec. Donc, ça m'a tout de suite calmé sur ma prétention. Mais oui, au départ, je me suis dit, je vais démarrer, ça me fait pas peur, et t'inquiète, dans 15 jours, c'est réglé, le truc. Donc voilà la première réponse. Et deuxièmement, votre meilleur souvenir pendant un tournage ou sur scène depuis le début de votre carrière? Meilleur souvenir, écoute, il y en a plein qui se mélangent, ils sont tous avec Ramzy, vraiment. Mais je me souviens d'un truc au Glazart. Vous connaissez là, cette salle, le Glazart, qui est dans le 19e là. Pef, donc notre metteur en scène, voulait qu'on joue le plus souvent possible, essayer de se confronter à tous les publics pour vraiment s'aguerrir et devenir un peu costaud, prendre de l'expérience, quoi. Et donc il nous emmène au Glazart. Et donc on arrive dans la salle, Glazart à 16h, comme ça on peut jouer à 16h. Bon, on arrive à 15h, 15h30, personne, et il y a juste un groupe de rock qui devait jouer aussi. C'était eux et nous. Et on dit à Pef, mais c'est impossible, on va pas jouer, enfin, c'est horrible. Il devait y avoir 2 personnes, plus les 4 membres du groupe de rock. Et un peintre, détail important, un peintre qui avait exposé ses toiles de part et d'autre de la scène. Donc, nous, complètement paniqués avec Ramzy, on dit à Pef, nous on peut pas, donc un mojito s'il vous plaît, on est au bar du Glazart, on prend un mojito, on se détend, on se sent un peu mieux, un deuxième mojito, 4, comme ça, 4, et on attaque. Donc ça se passe dans un silence absolu, il y a Pef qui dit, bah allez-y, montez sur scène, commencez, on monte sur scène, face à la scène, comme ça, on monte un peu bourré, pas dans le truc comme ça, on tombe et on commence à jouer sur scène le sketch du défilé. On se baladait comme ça, mais on était ivres. Et du coup, on gère pas la profondeur de la largeur du plateau. Et il y a l'étoile du peintre. Dans la peinture du mec qui se lève et qui commence à gueuler. Et nous on continue le sketch, quoi. Mais pleurade de rire. On s'est arrêté à un moment donné, on était comme ça, en train de rire, en train de pleurer, avec un mec qui nous gueulait dessus comme ça, le peintre d'étoiles. Il y a ça comme souvenir. Il y en a un autre où on jouait au Palais des Glaces. On jouait au Splendide. On jouait à 22h30 après les Robins des Bois. Les Robins jouaient à 20h30 et c'était blindé, c'était rempli. Et nous, derrière, c'était 22h30, je sais pas si c'était l'horaire ou notre talent, mais il n'y avait personne. Il y avait 30, 20, 25 personnes dans une salle de 200, c'est très gênant, c'est très dur. Et on joue un sketch qui s'appelle La Lettre, où je lui écrivais de Dniepopetrovsk. J'étais parti en Ukraine, c'est en Ukraine, en Russie. Bref, et je lui écrivais, on était assis, j'étais sur une chaise derrière, et lui il était devant de la scène sur une autre chaise. Et on se répondait comme ça, c'était un sketch un peu dans le silence. Et il faisait froid, c'était l'hiver, et il y a un SDF qui rentre, et qui vient s'installer au premier rang, et qui commence à nous parler, et qui commence à décrire Ramzy. Et il dit, ah, elles sont bien tes pompes, mais pendant le sketch, quoi, comme ça. Et donc Ramzy, bon, on aimait bien l'impro, on avait commencé grâce au Glazart et à toutes ces expériences à apprendre à répondre. Et ben il répondait au SDF dans sa lettre. Et du coup le mec il comprenait rien de ce qui se passait. Donc il s'est levé et il commençait à parler à Ramzy comme ça. Et Ramzy lui a filé ses pompes. Parce qu'il adorait les pompes, on avait des Timberland et il trouvait génial ses pompes. Et il est resté en boucle sur ses pompes et Ramzy lui a filé ses pompes. Et il est parti s'allonger sur le devant de la scène, enfin en bas. Et les quelques personnes, il devait y avoir 30 ou 40 personnes qui étaient dans la salle, c'était un spectacle dément. Parce qu'il y a eu un fou rire général. Et même le mec se marrait à la fin. Et à la fin, il a dit « Ah, j'en peux plus, vous me faites pas marrer ». Et il s'est allongé et il s'est endormi. Et on a terminé le spectacle avec le mec là, quoi. Donc voilà, 2 souvenirs qui m'ont bien marqué, quoi. Qui m'ont fait dire que c'était très cool la scène. Voilà. Et ben voilà.
Voilà. Avant de clore, on va regarder un dernier extrait. L'extrait est un teaser. Eric a réalisé un nouveau film qui va sortir le 29 mai. 31 mai, n'importe quoi. 31 mai, ça a été reculé donc. Jamais, non, ça a toujours été le 31. Le 31 mai. Tu sais pas. Jamais, j'ai jamais dit le 29. Le 31 mai, un film va sortir en salle qui s'appelle Problemos. Oui. Et vous allez regarder un teaser. Est-ce que tu veux dire un mot de présentation ou pas du tout? Oui, c'est en fait c'est un couple de Parisiens. En fait, c'est un peu le personnage de Platane, mais avec sa femme et sa fille, qui descend pour un week-end dans une zone à défendre, une ZAD. Et vous savez, le genre Notre-Dame-des-Landes, quoi. C'est des mecs qui sont installés sur un champ et qui refusent la construction d'un aquapark. Et donc c'est une communauté un peu de baba cool et tout ça. Donc il va y rester un week-end et il va très mal s'adapter à ce groupe. Et voilà, c'est l'extrait qu'on va voir. C'est quoi, avec les femmes, très bien. Voilà. Il y a Monsieur Fraise dedans, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Il est dément ce mec, c'est un génie comique. Il y a Blanche Gardin, exceptionnelle, dedans, et Bunaimin aussi, le chinois marrant, qui est hyper marrant, comme quoi j'ai rien contre les Chinois. Tu vois tu sais, FHT, bah, évidemment, tu m'étonnes. À propos de Monsieur Fraise, j'ai eu l'occasion de rencontrer Vincent Muller. Oui. Et il m'a parlé de... C'est mon chef opérateur. Ouais, qui avait un petit truc de réalisateur, c'était un sujet sur la vie après la mort. Et en fait, il m'a juste dit ça, et ça m'intriguait énormément. Et c'est un peu chiant comme question pour la fin, mais... C'est plus la réincarnation. En fait. La réincarnation, ouais. Ouais, je trouve que c'est un sujet de comédie qui peut être beau. Moi, j'ai vu un film qui s'appelle... c'est quoi Le ciel peut attendre, avec Warren Beatty. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu. C'est hilarant et très émouvant, très touchant. En fait, j'ai envie de commencer à parler de choses un peu profondes, mais toujours sur le ton de la blague. Donc oui, ça sera la réincarnation, le truc suivant, le projet suivant. Enfin, il va vraiment falloir rendre la salle parce qu'il y a la projection d'un autre film. Merci infiniment, Eric.